Qu'est-ce que c'est que ce gros machin derrière nous là? Il est arrivé comment ici là? Alors ce gros machin, c'est un Transal. Il est arrivé en vol. Démonter un Transal pour le transporter par la route, c'était mission impossible. On a eu la chance en fait que l'avion arrive en vol pour son dernier vol à Montélimar. Et donc ensuite, il a fallu l'installer à sa place définitive et le faire passer entre deux hangars. Il y avait à peu près 50 cm entre chaque voilure. Top! Générique! Au musée européen de l'aviation de chasse. Et oui, on voulait commencer assez fort pour cette émission avec, regardez, le Transal, comme vient de le décrire admirablement Nicolas. Et Nicolas, tu vas te présenter aussi. Qui es-tu? Raconte-nous ta vie, ton histoire. Ça fait 25 ans que je travaille au musée, 25 ans que je restaure, que je remets en état des avions. Je suis, on peut dire, un enfant de l'aérodrome puisque j'ai commencé par l'aéromodélisme. Ensuite, j'ai fait de l'aéroclub pendant quelques années et puis maintenant, je suis au musée. Donc voilà, depuis 25 ans, je prends plaisir à venir travailler tous les matins. Ce musée, il est formidable. Il y a un patrimoine aéronautique incroyable, il y a environ 80 machines, alors il y a des avions, il y a des maquettes, il y a des avions de transport, des avions de guerre, français, étrangers, civils, militaires. Et pour commencer, voilà, ce Transal, regardez-moi ce bébé, il est magnifique. Alors pour vous donner une idée, hein, voilà. Alors c'est peut-être pas une référence par rapport à l'échelle, je ne sais pas si on s'en rend compte à l'écran. Mais c'est vraiment une machine énorme, impressionnante quand on a la chance de pouvoir l'approcher comme ça. Quand vous avez une machine comme ça qui arrive au musée, je sais pas, il y a une cérémonie, il y a une tradition. En fait, le Transal c'était un peu particulier parce que quand il est arrivé, et donc il est arrivé en vol, et donc en fait, on a vu le dernier vol de la machine, on a vu la dernière coupure moteur, on a vu l'équipage descendre. Et à partir du moment où l'équipage est descendu, c'était plus un avion opérationnel, c'était un vieil avion qui rentrait au musée. Celui-là, il a la particularité, c'est que ça a été le dernier Transal de l'armée de l'air à avoir encore son camouflage. D'accord. Il n'est pas totalement gris, et donc en fait, il a encore le camouflage des premiers avions. Donc c'est relativement intéressant pour le conserver dans cet état-là. Alors, exceptionnellement, vraiment pour vous, la communauté Jump Seat, on va être autorisé à pénétrer dans le Transal, aller au poste de pilotage. Ça, c'est une des premières surprises qu'on a prévues pour vous aujourd'hui. Alors, on va vous montrer à quoi ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas, le cockpit d'un Transal. Allez, alors, voilà, c'est un sacré privilège, je peux vous dire, de monter dans le Transal, parce que ça, vous ne le faites pas visiter au public, Nicolas? Non, il ne sera jamais visitable. Il ne sera jamais visitable. Non. Alors regardez, on dirait que l'avion, il a volé encore ce matin, là. Je vous assure, il y a les odeurs, tout est en place. Je peux me permettre de m'asseoir? Oui. Voilà, cet avion, vous l'avez récupéré comment? Tu l'as peut-être expliqué tout à l'heure. C'est un cadeau? Alors c'est pas un cadeau, c'est une mise à disposition de l'armée de l'air. D'accord. Et en fait, le musée fait partie des associations qui en France est agréée par l'armée de l'air pour recevoir du matériel. Et donc toute la démarche administrative en fait est gérée par la division patrimoine et tradition de l'armée de l'air, qui est un tout petit service, mais qui en fait gère toutes les mises à disposition des aéronefs, les demandes de matériel que les associations font. Et donc nous, on a eu la chance, c'est que on a eu l'accord pour cet avion-là. Et pour la petite histoire, sa dernière mission, c'était à Tahiti. C'est pour ça qu'il y a quelques polynésiennes qui sont collées, des vainés qui sont collés un peu de partout. Ouais. Et donc en fait, sa dernière mission, il est rentré de Polynésie, il s'est posé à Orléans. Entre-temps, les militaires sont venus sonder la piste pour voir si l'avion pouvait toujours se poser. L'avion pouvait se poser et son dernier vol, donc ça a été Orléans-Montélimar. C'est magnifique. Juste une question rapide, Nicolas. Un avion comme ça, on dirait qu'il est encore en état de voler. Oui. Peut-être qu'il l'est d'ailleurs. Non. Non. Alors justement, comment est-ce qu'il est préparé pour être dans un musée?
Alors en fait l'avion, donc quand il est arrivé, donc il était toujours opérationnel. Les moteurs avaient encore du potentiel, donc les militaires sont venus après pour déposer les moteurs qui avaient encore du potentiel, pour nous mettre des moteurs qui étaient hors potentiel et qui étaient incomplets. Et ensuite, il y a une autre équipe de militaires qui sont venus pour procéder, entre guillemets, à la démilitarisation de l'avion. C'est-à-dire, en fait, ils ont retiré certains équipements qui sont en soute et qu'on ne voit pas. Ou par exemple, des boîtiers électroniques comme les FMS, ils ont enlevé les cartes électroniques à l'intérieur. Ce qui fait qu'extérieurement, on a le boîtier, mais à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a plus rien qui fonctionne, qui s'allume. D'accord, d'accord. Alors, on peut le mettre sous tension, toujours. D'accord. Mais par contre, tout ce qui est radio militaire, les équipements sensibles, ça ne peut plus fonctionner. Très bien. Merci de nous avoir ouvert la porte du Transal. Le poste de pilotage est vraiment superbe. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des odeurs et puis c'est hyper grand. Hein. Alors un petit clin d'œil à l'émission. Regardez, là je suis sur le jump seat. Voilà, du Transal. Merci Nicolas. Ah bah de rien. Allez, on continue. Voilà, Martin nous a montré une petite vue de l'intérieur. Il y a moins de lumière derrière hein, dans la partie cargo. Mais c'est très très grand. On fait un coucou au robot. Alors ça aussi, hein, ce sont les coulisses du musée. Regardez un petit peu, on prend soin des avions ici, mais on prend soin aussi de leur environnement. C'est magnifique, le gazon est taillé à la perfection presque. On essaye. Hein. On va retourner un petit peu autour de l'avion. On a une autre grosse surprise après cet appareil. Alors c'est ça le musée, hein, 25 000 m² environ, dont 5 000 en extérieur. Donc il y a un superbe statique pour admirer les machines. On a un hangar nord, un hangar sud, donc on ira les voir. On vous montrera aussi des endroits qui ne sont pas autorisés au public, qui n'ont été jamais ou très rarement vus à la télé ou autre, ou dans les médias. Alors là on a une collection d'avions écoles. Enfin, on a plusieurs générations là. On a le Fuga, l'Alpha Jet, hein, on a du Réaction, du Turbine. Alors pour la petite histoire, l'Alpha Jet, donc alors nous, celui qu'on a, c'est un Alpha Jet AA. Donc c'est la version allemande, la version d'attaque. Et il faut savoir que l'Alpha Jet a fait ses essais sur piste en herbe sur le terrain de Montélimar. Donc le proto de l'Alpha Jet est venu à Montélimar faire les essais sur piste en herbe, fin des années 70. Et donc quelques années plus tard, nous on a la possibilité de pouvoir présenter un Alpha Jet, alors qui n'est pas un Alpha Jet E, mais qui est un A, donc avec le nez différent, et pointu, donc, voilà, et qui est aux couleurs allemandes. Très bien. Et là, juste à ses côtés, un petit clin d'œil. Le Tucano. Le Tucano. Alors celui-ci c'est le numéro 460, ça a été le premier Tucano à avoir la décoration grise. En fait, quand l'armée de l'air a utilisé les Tucanos, ils ont d'abord été rouge et blanc. Et ensuite, ils les ont passés en gris. Et celui-ci, ça a été le premier qui a reçu cette décoration-là. Super. Et là, évidemment, on reconnaît le Fuga. Hein. Célèbre aussi avion avant l'Alpha Jet. Hein. Avion école. Il a été volé aussi pour la patrouille de France. Vous en avez plusieurs ici. Hein. Il y en a 4. Voilà. Et celui-ci, le 119 ? Alors le 119, il appartient à l'aéroclub de Grenoble. D'accord. Qui nous l'a mis en dépôt. Du Versou ? Oui, l'aéroclub du Versou. Alors c'est quoi mettre un avion en dépôt dans un musée ? En fait, c'est que la personne en reste propriétaire. D'accord. Et nous, on récupère la machine pour l'exposer, pour la restaurer, pour l'entretenir. On va vous montrer dans quelques instants un autre avion légendaire. Moi, je crois que c'est mon avion préféré. C'est un avion civil. Je ne vous en dis pas plus. Il y en a certains qui ont déjà deviné, j'en suis sûr. Alors, c'est ça le musée. Hein. Il y a plein d'allées. C'est très, très bien agencé. On a le temps d'admirer, de se balader. Il y a des petits panneaux avec l'histoire des avions, leur provenance. Mais Nicolas, lui, il a tout en tête. Il va tout nous raconter. Et regardez, il y a des petits hangars aussi. On va passer une tête ici très vite pour vous montrer. C'est important aussi pour la jeunesse et l'évocation parce que regardez ici, nous avons pas mal d'avions, écoles, formation. Oui. En fait, ce hangar-là, nous, on l'a baptisé hangar école
Hangar école. Donc on Voilà. a mis que des avions écoles. Voilà. Le Fouga, donc lui, il a la particularité, c'est qu'il a la décoration des 2 millions d'heures qui ont été faites sur Fouga. Parce que le Fouga, il est rentré en 54, il a été arrêté en 94. Et donc après, il y a son successeur, le Tucano, qui n'est pas resté très très longtemps opérationnel. Et au fond, il y a l'Epsilon, qui est utilisé toujours comme avion école au sein du musée. Puisqu'au sein du musée, on a une activité auprès des jeunes pour leur faire préparer et passer le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Décision aéronautique. Et en Qu'est-ce fait, que vous faites avec le... ils font les amphicabines. D'accord. C'est-à-dire que régulièrement, les jeunes montent dans la cabine de l'Epsilon et puis apprennent à connaître les instruments. Les instruments, voilà. Voilà. D'accord, d'accord. Allez, on continue. Regardez à gauche, un Mirage F1 CT. Donc Alors, celui-ci, c'est le 235. Le 235. Et donc, il est à côté d'un bâtiment alors qui a peut-être rien d'aéro pour les passionnés, mais qui en fait a une histoire parce que c'est une FIOD. Et il faut savoir que dans les années, on va dire 70, sur les bases aériennes françaises, il y avait énormément de bâtiments qui étaient des FIOD, qui étaient des bâtiments ou techniques ou des bureaux. Oui. Et pourquoi ça s'appelle une FIOD? Parce que tout simplement, c'est le concepteur Ferdinand Fiod qui a conçu ce système-là. Donc c'est modulaire, c'est l'ancêtre des Algeco et des bâtiments qu'on a pu connaître. Et donc celui-ci, on l'a mis aux couleurs du Normandie-Niemen. Eh oui. Puisqu'à Montélimar, il y avait un pilote qui était originaire qui a grandi à Montélimar, qui s'appelait François de Joffre, et qui a été pilote au Normandie-Niemen pendant la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Et alors maintenant, Nicolas, regarde, on se trouve sous une aile. Oui. On ne va pas dévoiler de quel avion il s'agit tout de suite. Regardez, on va vous montrer un autre avion légendaire, civil, enfin civil, pas que, hein, quelque part. Ah, celle-là n'était pas que civile. Celle-là n'était pas que civile. Alors qui a trouvé là? Un petit indice, hein, avec l'aile, on fait le tour. Vous allez voir. On leur dit? Oh, ben là, Elle est normalement... arrivée quand celle-là? Alors la Caravelle, elle est arrivée 99, début des années 2000. Elle est arrivée par la route. Et son dernier vol, ça a été Bretigny-Istres. D'accord. Et de Istres à Montélimar, elle a fait le voyage par la route. Alors il faut savoir que cette Caravelle, elle a servi transport passager pour Finnair. Oui, en 1962. Voilà. Courte carrière civile passager, parce qu'après, elle était au centre des essais en vol. Ouais. Il s'en servait comme avion laboratoire. Elle est devenue avion laboratoire. Alors, encore une fois, alors la Caravelle, oui, sa particularité aussi, c'est qu'on on peut monter par l'arrière, comme le Boeing 727 d'ailleurs, hein, axé par l'arrière ou par l'avant. Donc c'était assez impressionnant en tant que passager d'embarquer comme ça par l'arrière sous les réacteurs. C'est magnifique. Donc à réacteur arrière. Et puis voilà, c'est un avion, enfin moi, qui me fascine et qui est hyper spacieux même à l'intérieur. On va aller voir. On va proposer à Martin de passer devant nous pour vous faire découvrir donc la cabine de la Caravelle. C'est une Caravelle 3. Elle avait un parachute celle-là, hein? Alors, la Caravelle 3, en commercial, en transport civil, elle avait un parachute. Ouais. Celle-là, quand elle a été acquise par le CFV, elle a subi différents chantiers de modification. Et une des principales, c'était d'installer une APU, ce qui permettait en fait de pouvoir fournir de l'électricité à l'avion quand il était au sol sans faire tourner les réacteurs pour maintenir sous tension les expériences qui étaient en cours. Très bien. Donc APU, Air Power Unit. Voilà. C'est ça. Donc c'est un Auxiliary petit Power moteur qui Unit. permet de créer de l'énergie. Voilà, c'est un pour petit- avoir, c'est un de la tout petit lumière, réacteur. petit ray, voilà, tout à fait. Alors pour la petite histoire, cette Caravelle-là, elle a été aussi utilisée pour faire des essais de largage de parachutistes Ah oui, par l'escalier où on se trouve. voilà, bienvenue à bord. Voilà. Donc là, elle est fermée au public à l'heure actuelle parce qu'elle est en travaux. On fait des travaux en fait pour
pour la rénover un peu, dans le sens où ça fait plus de 20 ans qu'elle est ici. Et malheureusement, à force qu'il y ait beaucoup de passages de gens à l'intérieur, il y a des choses qui se dégradent. Donc on est obligé de la fermer temporairement pour la remettre en état. Alors ça ce sont des sièges c'était déjà les mêmes quand elle volait pour Finnair par exemple? Alors, c'est le même modèle de siège. Même modèle de siège. Sauf que là, ce n'est pas les sièges de celle-là de Caravelle. En fait, nous, quand on l'a récupérée, elle était entièrement vide à l'intérieur. Ah oui, pour les essais en vol, voilà. Elle était d'accord. Et donc, nous, on a récupéré des sièges d'une autre Caravelle qui allait être détruite. Ok. Pour pouvoir équiper une partie de la cabine en siège passager. Alors, je rappelle que nous sommes en direct du musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar. Alors, aviation de chasse, mais aussi, voilà, là, on n'est pas dans un avion de chasse, évidemment. On est dans une Caravelle. Alors, un peu pas en rénovation, mais un petit peu en ce moment. Hein. Oui, mais elle est ouverte au public. Hein. Alors, pas en ce moment. Pas en ce moment, elle sera prochainement ouverte. Vous pourrez admirer cette majestueuse cabine avec ce hublot caractéristique, hein, un peu en triangle arrondi. Là, moi, j'adore. Une vue sur le cockpit. Donc on a eu des réactions sur le chat et merci de votre vigilance évidemment déjà pour l'APU, c'est Auxiliary Power Unit. Merci de nous avoir corrigé, de m'avoir corrigé. Voilà, retour sur le plancher des vaches après cette visite express de la Caravelle 3. Une des stars du musée. Oui. Mais il y en a bien d'autres. Hein. On va commencer par vous montrer un des endroits un peu secrets du musée. Donc évidemment que le public ne peut pas voir, mais c'est un endroit crucial et vous allez comprendre pourquoi. On peut le dire, hein, c'est un atelier en fait. Oui, c'est l'atelier de restauration. Qu'est-ce qui se passe dans cet atelier, Nicolas? Alors cet atelier, en fait, c'est le lieu de vie et le lieu d'activité de l'ensemble des bénévoles qui travaillent donc à la remise en état des avions, aux travaux différents, enfin divers et variés. Et donc en fait, là, on a différentes machines qui sont pour la plupart bâchées tout simplement parce que elles sont finies. On est en attente pour pouvoir les exposer et en attendant, pour éviter qu'elles se salissent en restant dans l'atelier, on les a entièrement bâchées. Alors justement là, sous la bâche là. Alors cet avion, donc, il est constitué d'une cellule qui nous a été cédée par l'armée de l'air, qui est la cellule du Mirage F1B 505 et qui était totalement déséquipée. On a eu cette cellule-là en 2006. Et il nous a fallu plus de 16 ans pour le reconstituer, c'est-à-dire retrouver des plans de profondeur, des quilles anti-roulis, des ailerons, des ailes et tout ça. Et des verrières, puisqu'il manquait les verrières aussi. Et donc ça a été une étape qui a été très très longue. Et au final, en fait, comme l'avion était constitué, les voilures par exemple, elles proviennent de F1 irakien. La dérive aussi. Enfin, l'avion, c'était un véritable puzzle. Et donc, quand on a décidé de changer les couleurs, en fait, on a choisi une armée de l'air européenne qui avait du F1 biplace. Et la seule armée européenne qui avait du F1 biplace, c'était l'armée de l'air espagnole. Donc, c'est une déco qui change un peu du bleu défense aérienne qu'on a en France. Et puis ça met un peu aussi en avant l'armée de l'air espagnole, puisqu'on n'avait pas d'avion couleur espagnole jusqu'à présent. Mais c'est ça qui est incroyable. Donc la machine, enfin l'avion est arrivé il y a 16-17 ans, c'est ça? Oui. Et vous devez, alors c'est pour ça aussi que ça prend énormément de temps, parce que la restauration des avions, trouver des pièces. Voilà, c'est l'école de la patience en fait. L'école de la patience. Pour l'instant, on ne va pas le mettre en extérieur, on l'exposera quand il sera à l'intérieur, dans un hangar. On espère pouvoir construire prochainement. En attendant, il est ici à l'abri, protégé, parce qu'il faut aussi se rendre compte que pendant 16 ans, le musée a investi de l'argent, a fait beaucoup de déplacements. La peinture, maintenant, ça a un coût certain, on va dire. Donc oui. En fait, on ne peut plus se permettre, une fois qu'un avion est refait, de le remettre en extérieur pour qu'il s'abîme rapidement. Vous êtes combien d'ailleurs ici en tant que...
Alors, une soixantaine, hein, je crois. Alors il y a 60 bénévoles. Ouais. Sur 60 bénévoles, on va dire qu'il y en a une grosse dizaine qui sont là régulièrement. Donc ça fait que le travail sur un avion, en fait, on ne peut pas travailler tout seul sur un avion. Il y a toujours plusieurs personnes, Ouais. de façon à ce que le travail il avance quand même un peu plus vite. Et puis aussi, ça permet de se motiver, parce que quand on met 16 ans pour refaire un avion, si on est tout seul, au bout d'un moment, on commence un peu à se désespérer, quoi. Alors, à propos de patience, on va vous montrer un autre appareil. Alors, mais c'est une rareté et ça, c'est aussi exceptionnel. Regardez, on se faufile, on va pénétrer encore plus loin dans le hangar, vers des endroits complètement secrets. Ça, c'est un avion qui est classé monument historique depuis 2012. Alors, certains l'ont déjà reconnu. Il est au musée depuis 2002. Oui. Ça fait donc 22 ans. On parlait tout à l'heure de patience. Ben là, vous en avez une illustration parfaite. Regardez cette merveille. Alors cet avion, on l'a récupéré en région parisienne. Historiquement, c'est le premier avion de l'aéroclub de Bourg-en-Bresse. Donc il était baptisé Ville de Bourg. À l'époque, il faut savoir que les habitants de la ville de Bourg-en-Bresse avaient donné de l'argent pour que l'aéroclub puisse acheter un avion. Donc on n'est plus du tout dans le même registre maintenant, hein. Mais à l'époque, les gens donc, étaient prêts à donner une certaine somme pour que l'aéroclub local puisse acheter une machine relativement intéressante. Donc le Potez 36 c'est un avion qui est très intéressant dans le sens où c'est vraiment l'avion typique de l'aviation populaire. Premier avion de tourisme à avoir la cabine fermée, à être produit en série dans les usines Méholt de chez Potez. Il est équipé d'un moteur Samson de 95 chevaux. Et donc cette machine, elle est relativement intéressante parce que beaucoup de pilotes de la Seconde Guerre mondiale français ont fait leur premier vol sur un Potez 36. Celui-là, il date de 1932, 17 décembre 1932, la première demande d'immatriculation de l'avion. Il a été accidenté dans les années 50 et à partir des années 50, il n'a plus du tout volé. Et là, donc, il est en cours de restauration pour une remise en vol. Voilà. Donc, c'est une étape qui est beaucoup plus longue pour nous. On a dû construire un local spécial pour mettre la machine, pour pouvoir travailler à des bonnes températures, à une bonne hydrométrie. D'accord. Donc, en fait, ça a pris du temps et donc c'est pour ça. Et on y travaille quand on a du temps et qu'on ne travaille pas sur les autres avions. Magnifique. Un des trésors du musée. Effectivement, il faut être patient pour rénover un avion, hein. Regardez, on nous a posé sur le chat d'où proviennent ces verrières en fait. Voilà, qu'est-ce qu'elles font ici? J'imagine qu'elles sont aussi en pleine rénovation. Alors ces verrières, ce sont des verrières d'un simulateur de Rafale qu'on a récupéré. Ah oui, c'est pour ça que c'est du bois là. Voilà. En fait, c'était une maquette qui était destinée à tester les circuits de conditionnement d'air de la version biplace du Rafale. D'accord. Donc c'est une maquette qui a été fabriquée certainement au début des années 80, à l'époque où on parlait un peu de l'ACF et tout ça. Et donc nous, on a eu la possibilité de récupérer la maquette complète, donc c'est que la partie cabine. Et là, les verrières, elles sont en cours de rénovation parce qu'elles étaient un peu abîmées. Donc petit à petit, on fait des essais, on essaye de trouver la bonne technique pour pouvoir les remettre en état. Donc c'est pour ça qu'elles sont ici. Voilà. Et juste derrière, on a bien protégé aussi le fuselage d'un avion. Alors les ailes sont dans un autre hangar. Dans un autre hangar, où on a une surprise aussi à vous montrer tout à l'heure. Et alors celui-ci, c'est un C-36, donc il est plus connu sous le nom de Schlepp. ouais. Où les Suisses l'appelaient aussi le fourmilier des Alpes, quand c'était la version à turbine, parce qu'en fait, il a un très long nez. Donc celui-ci, il a été construit en 1944. Il était équipé à l'origine d'un Hispano. On a une image en vol, là. C'est vrai qu'il a un nez incroyable. Et c'est que dans les années 60, à peu près, qu'il y a eu le chantier de modernisation qui a consisté à remplacer l'Hispano d'origine par une turbine, et ce qui a provoqué en fait un allongement du nez pour respecter le centrage de la machine, quoi. Ça devait être quand même assez particulier à piloter cette machine, hein, avec ce long nez devant là. En plus que c'est un avion train classique, donc ça veut dire que quand il est posé au sol, le nez il est très très haut en l'air, quoi. Et il a fini sa carrière comme remorqueur de cible, c'est pour ça qu'il est noir et fluo, pour qu'on le repère de loin et qu'on évite d'y tirer dessus, quoi.
C'est un F-104 Starfighter. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas d'origine. Enfin, celui-ci, il ne provient pas des États-Unis. C'était un ancien F-104 italien qui avait été offert au musée de Payerne. Et le musée de Payerne, donc, cet avion a été exposé pendant quelques années au musée de Lucerne, musée des transports. Nous, on a eu, par l'intermédiaire du jumelage qu'on a avec le musée de Payerne, la possibilité donc de récupérer la machine pour pouvoir l'exposer. Et une des seules conditions, c'est qu'en contrepartie, l'avion, on le remette aux couleurs italiennes, puisqu'en fait, cet avion n'a jamais porté les couleurs américaines. Cette merveille, un DC-3. Alors il a toute une histoire aussi celui-là, parce qu'il est arrivé un peu de manière particulière au musée. Il est arrivé en vol parce que le premier propriétaire qu'on a connu cherchait à le vendre et voulait stationner l'avion en Europe pour pouvoir le vendre facilement. Et donc nous, l'avantage qu'il y avait, c'est que sur l'aérodrome, il n'y a pas de taxe d'atterrissage ni de taxe de stationnement. Puis nous, ça nous permettait d'exposer un DC-3. Donc il est resté tout le temps ici, il a changé plusieurs fois de propriétaire. À chaque fois, les propriétaires nous disaient que l'avion allait partir dans les mois qui suivent, sauf qu'il ne partait jamais. Et puis jusqu'au jour où le dernier propriétaire nous a informé que en fait, il allait récupérer les moteurs qui avaient encore du potentiel dessus, qui étaient encore bons, et puis le reste, il allait le ferrailler. Ouais. Donc nous, on lui a dit, faites-nous une offre. Et donc, il nous a proposé un prix et on a pu récupérer, donc acheter cette machine-là pour la remettre en état. Et on a fait le choix, en fait, de le remettre aux couleurs françaises. Puisqu'on s'est rendu compte, alors c'est un jeune qui est dans l'association, Romain, qui a émis l'idée. Parce qu'en fait, au début, on voulait le peindre aux couleurs américaines avec les bandes de débarquement. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en France, il y en avait déjà 6 de DC-3 avec des bandes de débarquement. Et par contre, il n'y avait aucun DC-3 aux couleurs de l'armée de l'air. Et donc, il porte les couleurs des premiers DC-3 qui ont été utilisés par le groupement de transport du Moyen-Orient, qui était basé en Cochinchine, à partir de 1947. Tu parles de couleurs de l'armée de l'air, vous faites tout ici, hein? Ah, lui, il a été peint même à sa place ici. Et combien de temps ça vous a pris pour celui-là? Ça nous a pris un certain temps et ça nous a surtout pris 150 litres de peinture. On a des questions sur le chat. Le musée va-t-il remettre des capotages moteurs d'origine? Alors, si on trouve un jour des capots d'origine, enfin, ceux-là, ils sont d'origine aussi. En fait, c'est des capots après-guerre. Certains DC-3 ont été ce qu'on a appelé maximisés. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont mis des moteurs un peu plus puissants, ils ont changé les capots, ils ont mis des capots NACA, et puis surtout, il avait des trappes de train. Donc les trappes de train, nous, elles ne sont pas, il reste les capots, et si un jour on trouve quelqu'un qui a des capots moteurs, là, on mettra les capots d'origine. Ouais. Merci Nicolas, on continue. Alors vous voyez, c'est ça le musée de Montélimar. Hein. On passe d'un hangar à l'autre, avec à chaque fois... On ne peut pas faire quelques mètres sans voir une machine, on en prend plein les yeux. Et là, on va justement pénétrer le hangar nord avec une collection magnifique. Nicolas, déjà quand on rentre là, qu'est-ce qu'on voit devant nous là? Un Mirage F1. Ouais. Un F1C, voilà. Et tous les avions qui sont dans ce hangar-là, ce sont des avions qui ont été rénovés, mis dans le hangar et qui sont comme ça depuis qu'ils ont été rénovés. Donc ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas subi les outrages du temps. Et donc c'est le but du musée, c'est qu'on va essayer de faire des surfaces couvertes de plus en plus. Et ce qui est super intéressant, c'est que cet avion, donc il y a toute une pédagogie aussi au musée. Chaque avion a une petite fiche devant avec la présentation de la machine, son histoire. Et alors regardez, ça c'est intéressant aussi, vous avez simulé ici le remplacement d'un réacteur. Ouais, parce qu'en fait, voilà. Ça intéresse aussi les gens de savoir comment on fait pour remplacer le réacteur d'un avion. Donc là, on a mis un chariot de dépose réacteur avec un réacteur en place pour montrer comment on fait pour insérer le réacteur et pour le sortir au niveau de la machine. Alors ça nous permet aussi d'avoir une idée de la longueur du réacteur, c'est absolument... incroyable, cette tuyère. Enfin, comment elle fait là en longueur là, cette hauteur, il doit faire entre 5 et 6 mètres. 5 à 6 mètres. Ça, c'est un chariot de dépose de réacteur. Voilà. Et ce réacteur, c'était celui de cet avion? C'est pas celui de cet avion, non. D'accord, ok. Vous l'avez récupéré autrement? C'est notre réacteur qu'on a mis en situation.
Alors au passage aussi, partout dans le musée, il y a des endroits avec des vitrines et des maquettes. Vous les récupérez où ces maquettes, Nicolas aussi, 90% des maquettes qu'on récupère, en fait, c'est par exemple quand le grand-père décède, il faut que la famille elle vide la maison. Le grand-père, il était passionné par les avions, il avait une collection de maquettes où il faisait des maquettes. C'est le vide-grenier, quoi. Et donc, souvent les gens ils pensent à nous plutôt que de les mettre à la poubelle, ils nous les amènent. Donc ça nous permet de pouvoir exposer ou des pièces rares ou des maquettes qui sont très bien faites. Un appareil assez incroyable de par sa conception, un Saab Bigun. Celui-ci, il a coûté exactement 56 centimes d'euros au musée. En fait, quand on a appris que la force aérienne suédoise allait se séparer de ces Viggen, on a fait un courrier à l'ambassade en demandant si c'était possible d'avoir une cellule de Viggen pour pouvoir l'exposer. Première bonne nouvelle, c'est quand ils nous ont répondu de façon positive en nous disant oui, vous avez un avion qui vous est affecté. Et 15 jours après, on a reçu un deuxième courrier où ils nous ont dit à quel endroit vous voulez que l'avion se pose. Donc on n'est pas allé en Suède chercher l'avion. C'est l'avion qui est venu. Alors il ne s'est pas posé à Montélimar parce que Montélimar ne pouvait pas le recevoir. Il s'est posé à Valence où il y a une piste en dur. Ouais. Donc l'avion s'est posé là pour son dernier vol. Ensuite, il y a 5 techniciens suédois qui sont venus procéder à la neutralisation de la machine. Et puis ensuite, on a démonté la machine, transportée par la route. Et puis on l'a remontée ici. Voilà, on vous laisse admirer ce monstre. Et donc c'est le seul Viggen qui n'a pas le camouflage typique des avions suédois. C'est le seul qui était peint en 2 tons de gris. Et les Viggen ont la particularité aussi, c'est au niveau de la dérive. En fait, on voit que la dérive, là, elle est dans les superstructures du hangar. On n'a ni démonté l'avion, ni démonté le hangar pour rentrer l'avion. En fait, la totalité de la dérive peut se basculer de 90 degrés pour la mettre horizontale, ce qui permet en fait de pouvoir rentrer l'avion dans des hangars relativement bas. Alors la particularité de cet avion aussi, c'est vraiment le cockpit arrière est surélevé par rapport au pilote. Et la petite protubérance qu'on voit entre les 2 cabines, en fait c'est le même principe que dans le Fouga, c'est-à-dire c'est une espèce de périscope qui permet en fait à la personne qui est en place arrière de voir un peu ce qui se passe devant la machine. Alors sur le chat, Free Flight nous dit que c'est un Saab, il a vu arriver cet avion, un avion qui était réputé pour bien supporter les terrains rustiques, mais l'herbe grasse de la vallée du Rhône, c'est peut-être un peu limite. Nous dit Franck. Mais... En fait, ce qui se passe, c'est que les avions, entre guillemets, en opération ou en cas de nécessité, peuvent se poser sur des pistes sommaires. Par exemple, le Jaguar était fait et il a eu des essais de fait pour qu'il se puisse. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut aussi que les militaires ils prennent la décision et la responsabilité de dire on pose un avion sur un terrain qui est finalement pas trop prévu pour. Alors on parlait tout à l'heure de maquettes. Bon là évidemment, ce ne sont pas des maquettes amateurs qu'on voit ici, au pied des modèles grandeur. Donc c'est un Fiat G91. Ouais. Donc celui-ci, il est aux couleurs italiennes. On le présente alors là dans une configuration où il y a la bâche qui est mise en place arrière, la capote, ce qui permettait en fait à l'élève de s'entraîner au vol sans visibilité. Et à ce moment-là, l'instructeur était assis en place avant. Et ce qu'on peut voir sur la verrière, là, c'est ce qu'on appelle du crazing. En fait, les verrières qui sont constituées essentiellement de plexiglas, quand le plexi est neuf, il supporte relativement la déformation et puis les contraintes liées à la dilatation. Et puis en vieillissant, le plexiglas, il a tendance à devenir un peu plus cassant, un peu plus dur. Et donc nous, ce qui se passe, c'est comme les verrières sont relativement anciennes, la dilatation entre l'armature et le plexi fait que ça crée des contraintes et petit à petit, il y a des micro-fissures qui apparaissent. Un étendard 4 sur notre droite, c'est bien ça? Oui. Nicolas. Étendard 4. Voilà. Alors donc celui-ci, il appartient à la famille Berger, qui faisait voler un Hunter il y a quelques années, et qui donc nous a mis cet avion en expo. Il est présenté ici avec l'élingue de catapultage pour montrer en fait aux visiteurs le principe du catapultage d'un avion embarqué. Et puis à l'arrière, on a mis une maquette en fait comme si c'était un câble d'appontage pour que les gens voient aussi l'autre côté, c'est-à-dire la partie qui est utilisée pour arrêter l'avion le plus rapidement possible. Alors,
D'accord, d'accord. En fait, chaque avion a son histoire. Alors, évidemment, son histoire, sa carrière, mais aussi, c'est pas toujours des dons en fait qu'on vous fait. C'est pas toujours des dons, c'est des mises à disposition. Mises à disposition. Des fois, il reste propriétaire. Voilà. Les propriétaires de l'avion. C'est des cessions. Ou des parties de l'avion aussi. Voilà, c'est des échanges. Des Quand échanges. on a des avions en double, on peut échanger avec un autre musée contre d'autres avions. Ah, ça arrive aussi, ça peut Ça faire arrive, des échanges. ouais. Mais des échanges temporaires ou Non, des échanges Vraiment définitifs. définitifs. D'accord, d'accord. Du mystère à l'ouragan, Super Mystère B2. Alors ça, c'est son moteur là. Donc ça, c'est un moteur, c'est un Atar 101, moteur qui peut être monté sur le Super Mystère B2. Et là, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on remonte dans le temps, puisqu'on part du Super Mystère B2, Mystère 4 et Ouragan. Super Mystère B2, comme c'est écrit, premier avion d'assaut à franchir le mur du son en palier. C'est-à-dire sans monter ni descendre. Alors celui-là, il a de drôles de couleurs, Nicolas. Alors celui-ci, donc c'est un Ouragan. Alors historiquement, c'est le premier avion à réaction qui a récupéré l'association. Donc il a été mis aux couleurs de la patrouille de France, premier semestre 56. Ouais. Donc c'était la 4e escadre de chasse qui représentait la patrouille de France à l'époque. Et en 56, la 4e escadre de chasse était basée à Bremgarten en Allemagne. Pourquoi on parle que du premier semestre? Parce que les généraux de l'époque ont trouvé que les étoiles jaunes sur fond bleu, ça faisait un peu décoration d'avion de cirque. Et donc on est revenu à une décoration beaucoup plus classique, où là, la totalité de l'empennage est devenue bleu-blanc-rouge et les bidons sont devenus totalement bleu-blanc-rouge. On a encore plein de magnifiques choses à vous montrer. Et là, justement, regardez, ça, c'est quand même assez incroyable d'avoir cette pièce ici. C'est le prototype, c'était le G8. Oui. Donc, à l'époque, Dassault a voulu tester l'avion à géométrie variable, un peu comme le F-14 Tomcat. En fait, à l'époque, Dassault avait deux gros programmes qui étaient en cours. Il y avait ce qu'on appelait les Maxi Mirage, donc qui était la famille du Mirage G8, du Mirage G, du Mirage 3 F2, en fait tout ça, et les programmes des Mini Mirages. Donc c'était suite à une demande de l'État qui voulait un gros biréacteur capable de haute performance. Donc les deux prototypes ont été fabriqués, le Mirage G8 01 et le 02. Celui-ci, c'est le 02, c'est la version monoplace, qui détient le record de vitesse d'avion européen le plus rapide avec Mach 2,35 et Jean-Marie Saget aux commandes. Et en parlant de Jean-Marie Saget, en fait, son fils nous a mis à disposition des objets ayant appartenu à son père. Donc la combinaison que l'on peut voir là, c'est la vraie combinaison de Jean-Marie Saget avec son vrai casque. Et puis après, on a différents documents, dont un document qui est relativement rare, qui est un document qui se trouve dans la vitrine qui est là-bas, qui est la carte avec lequel il a remporté le prix, la course à l'époque, qu'il y avait entre Paris et Cannes. En fait, cette carte-là, c'est la carte qui a fait en sorte que Jean-Marie Saget a eu une carrière exceptionnelle de pilote d'essai chez Dassault, parce qu'il était jeune pilote dans l'armée de l'air. Ouais. Il a participé à cette course-là, et donc ça avec cette carte-là. Et en fait, il est arrivé premier devant d'autres pilotes qui avaient beaucoup plus d'expérience et tout ça. Et le jour où il y a eu la réception à Cannes pour célébrer donc l'arrivée, on lui a présenté un petit monsieur avec un chapeau. Il ne savait pas du tout qui c'était. Et ce petit monsieur lui a dit on est appelé à se revoir. Et ce petit monsieur, en fait, c'était Marcel Dassault. C'était Marcel Dassault. Et à partir de ce moment-là, Jean-Marie Saget a fait des essais sur quasiment tous les avions de Dassault. Depuis, il a volé sur Ouragan jusqu'à le Mirage 4000. Donc il a eu une carrière exceptionnelle, quoi. Pourquoi on ne l'a pas poursuivi ce programme Parce qu'il est arrivé dans les années 70, à l'époque du choc pétrolier. Et qui dit biréacteur dit 2 fois plus de gourmands en carburant. Et donc l'État n'avait plus les moyens. Et il faut savoir qu'en France, Dassault ne pouvait vendre à l'export des avions que s'ils étaient utilisés par la France. Comme la France n'utilisait pas le Mirage G8, le programme a été abandonné. On continue. Devant Martin, vous voyez le nez du Vampire. Alors, bien reconnaissable aussi avec ce nez arrondi. Ça aussi, c'est quand même une pièce d'histoire. C'est un avion à réaction qui a la particularité, toute la partie avant est en bois. Eh ouais. Donc, c'est de Havilland, ils avaient déjà une très bonne expérience avec le Mosquito. Donc ils ont développé cette machine-là. Donc là, on a la machine complète. À côté, on a un fuselage de monoplace suisse avec le nez pointu.
Et puis on a un tronçon de fuselage qui est présenté désentoilé de façon à ce que les gens voient. Voilà, vous allez voir la structure en bois, c'est assez incroyable parce que regardez. Alors le Vampire à nu, voilà, c'est comme ça avec le bois. C'était quoi comme bois ça d'ailleurs? C'était du contreplaqué. Alors il y avait 1 mm de contreplaqué de peuplier à peu près. Ensuite il y avait du balsa. À peu près 1 cm, et de nouveau un contreplaqué de peuplier, et l'ensemble était moulé sur des gabarits. Souvent c'était des gabarits en béton. Donc on obtenait 2 demi-coques, un peu comme les maquettes plastiques qu'on fait, et ensuite ces 2 coques étaient assemblées et collées entre elles, et ça permettait d'obtenir en fait, un fuselage d'avion. Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit bien les entrées d'air là, et le réacteur qui est vraiment fixé au bois là. Alors le réacteur, en fait, il faut imaginer qu'à l'intérieur de la structure en bois, il y a une structure tubulaire qui va reprendre tous les efforts. Qui reprend tous les efforts. Superbe. Regardez cette magnifique allée, cette magnifique perspective, voilà, qui vous invite à la balade, qui vous invite à flâner entre les machines qui ont toute une histoire à nous raconter. On aimerait pouvoir tout vous montrer, mais là, il faudrait faire une émission de 5 heures. Alors on va faire un petit crochet avant de continuer. On a encore plein de surprises. Petite hâte sur le chat. Alors, de Herbo W87, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est quoi la pièce maîtresse du musée, celle dont ils sont les plus fiers? Alors difficile, et puis nous, en fait, moi j'ai pas de pièce entre guillemets préférée ou maîtresse. Après on a des pièces qui sont très rares, on a des prototypes, donc quasi on peut dire que tous les prototypes en fait sont des pièces exceptionnel. Donc il y a le G8, il y a le tronçon central du Mirage 3001 Balzac, il y a le Mirage 3EX et il y a le Mirage 309. Donc tout ça en fait c'est des protos, donc il n'y a vraiment qu'un seul exemplaire et si on veut les voir c'est à Montélimar. Alors c'est pas des murs mais bon, derrière ces portes de hangar, il y a, certains l'auront reconnu, suivez-nous, le Bronco, le fameux Bronco qu'on voit régulièrement sur les meetings aériens. Alors cette machine, évidemment, elle vole toujours. C'est un peu votre bijou volant là au musée. Hein. En fait, c'est l'ambassadeur du musée quand il se déplace à l'extérieur. C'est la meilleure opération de communication qu'on puisse faire pour faire parler du musée en dehors de Montélimar. C'est la seule machine à l'heure actuelle qu'on maintient en état de vol au sein du musée. Il y en aura bientôt d'autres, mais pour l'instant, il n'y a que celle-là. Alors, il vole, il fait des super présentations. Tu nous rappelles un peu ce que c'est? Donc, le Bronco, là, les couleurs qu'il porte, c'est les couleurs qui ont été appliquées sur les OV-10A lorsqu'ils ont participé à la première guerre du Golfe en 91. Et lorsque ce Bronco, avec cette décoration-là, avait participé à la guerre du Golfe, il avait le code 26. D'accord. Arrivé aux États-Unis, le code 26 avait disparu, ils avaient mis le code 07. D'accord. Donc l'Ardèche, c'est juste de l'autre côté, donc c'était marrant parce que c'était le 2607. À l'origine, c'est un avion d'attaque au sol développé par les Américains. De la reconnaissance aussi. Ouais, pendant la guerre du Vietnam, qui avait pour mission principale d'assurer la bulle de protection lorsqu'on allait faire des opérations de récupération d'équipage qui s'étaient éjectés dans la jungle. Donc généralement, il y avait les hélicos qui allaient pour récupérer l'équipage et autour de la zone, il y avait des Sky Raiders et des Broncos qui assuraient une bulle de protection, c'est-à-dire qui saturaient le sol dès qu'il y avait un mouvement. Et donc celui-là, en fait, il a été utilisé par les Allemands en tant que remorqueur de cible. Donc il était totalement désarmé et il y avait un treuil avec une cible et un opérateur en place arrière qui lui pouvait dérouler le treuil et qui permettait en fait soit à l'artillerie antiaérienne, soit à d'autres avions de s'entraîner sur cible volante. Donc ça, c'est la bulle qui était utilisée par le remorqueur de cible. Et donc à l'intérieur, vous avez... Magnifique. Vous avez le siège donc, de l'opérateur du treuil, donc, qui gérait toute la commande du treuil. Franck Melloudi, c'est le trépied photo préféré d'Anthony Pecci. C'est vrai que c'est un
C'est utilisé aussi pour faire des prises de vue aériennes, hein, Oui. la bulle. Hein. Alors généralement, ils enlèvent la bulle. Ouais, ouais. Comme ça, au moins, la personne, elle a les pieds en l'air. Les pieds en l'air et puis toute la visibilité. Toute la visibilité pour faire les photos. On en profite puisqu'on est là dans ce hangar de maintenance pour vous montrer. Là, il y a un Mirage 3. Donc celui-ci, c'est le Mirage 3 EX. Ouais. Donc c'est un proto. Il n'y en a pas d'autres. Et qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il n'est pas encore exposé ou... Alors, il a été restauré. Et donc, comme il est restauré et qu'il est complet avec son réacteur, ses instruments et tout ça, on ne veut pas le remettre dehors. Donc, pour l'instant, en fait, il n'est pas encore visible du public. Mais, donc, c'est un peu une exclue en avant-première. Et quand est-ce qu'il sera exposé alors, quand on aura le hangar pour le mettre à l'abri. Il faut vraiment, d'accord. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y en a pas deux autres modèles. Donc, ouais. voilà. Et on le protège au plus possible. Et juste là, regardez ce monstre aussi. Alors celui-ci, en fait, alors c'est une machine qui appartient au musée de l'air. D'accord. Qui nous l'a mis en dépôt. Donc cet avion, c'est un SO 4050 Vautour. Donc celui-ci, il a été utilisé par le CEV, c'est pour ça qu'il a une pointe avant différente. Centre d'essai en vol, comme Voilà. la Caravelle tout à l'heure. Au niveau, il a une prise d'air pour une APU qui était montée en soute. En fait, il avait tout un tas d'équipements. Et donc cette machine-là, on l'a récupérée. Et une des conditions, c'était qu'elle devait être mise directement à l'abri. Donc pareil, là, il est dans un hangar pour l'instant où il n'est pas encore visitable. Mais il est à l'abri préservé des intempéries. Et quand on aura le hangar, par contre, lui ne changera pas de place, mais ce hangar-là, qui n'est pas actuellement visitable, deviendra visitable. D'accord. Ce qui fait que les gens pourront déambuler autour de l'avion et le découvrir. Ok. Alors, il n'est pas très esthétique quand il est au sol avec son train. Par contre, c'est une machine qui est très jolie lorsqu'il est en vol. Il a une belle silhouette. Et alors là, au sol... C'est l'hélice du C-36. Ok. Qu'on a vu tout à l'heure sans les ailes. D'ailleurs, ces ailes sont ici. Hein. Ouais. Elles sont stockées à l'entrée, on va les voir en ressortant. Mais c'est ça qui est fascinant, en fait, c'est que derrière l'exposition, la vitrine, il y a toute une histoire autour de l'avion, toute sa carrière, la rénovation. Ça prend des années. Voilà, ça prend des années. On essaye de se documenter le plus possible sur l'avion pour connaître son histoire, savoir s'il n'a pas une histoire un peu particulière, s'il n'a pas vécu des événements particuliers. Donc ça prend du temps. Et ce qui est très important pour nous au niveau du musée, quand on a des visiteurs et qu'on fait des visites guidées, c'est qu'entre guillemets, on insiste beaucoup sur ce qu'on va dire à peu près la petite histoire. C'est-à-dire, grosso modo, les gens, s'ils veulent connaître les caractéristiques, l'envergure, la longueur, le poids, la masse, la puissance, la capacité d'emport, bon, il y a des sites internet, on va sur Wikipédia, on a de suite les informations et tout. Par contre, on peut leur raconter certaines histoires qui est arrivé à cet avion-là en particulier, parce que le pilote était venu, nous a expliqué ce qui lui était arrivé. Par exemple, le Mirage 3 EX, on s'est aperçu en le restaurant et en faisant des recherches dans des documents qu'à l'origine, c'était la cellule du 3E 469 ou 467. Et ce Mirage 3E, un jour, en faisant un remorquage de cible à Solenzara, a pris un obus de 30 dans la soute à équipement. Et en fait, quand on a travaillé sur l'avion, on a retrouvé, pas l'obus, mais on a retrouvé en fait la réparation qui avait été faite sur la soute à équipement de l'endroit où il y avait eu l'impact de l'obus. J'en profite pour te poser la question, faire un petit rappel. On a le Mirage 3C, Mirage 3E, voilà. Mirage 3EX. Il est différent dans le sens où il a une pointe avant différente parce qu'il avait le radar du F1. D'accord. Il avait une perche de ravitaillement en vol. Il était prévu pour être équipé du réacteur du Mirage F1. En fait, c'était une proposition que faisait Dassault aux pays qui avaient le Mirage 3E comme force, comme avion dans les forces, pour dire, voilà, vous avez du 3E, vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter du Mirage F1. Nous, on vous propose une modernisation du Mirage 3EX en y intégrant des équipements, par exemple du F1, le réacteur, le radar et la perche de ravitaillement. Donc voilà. Bon, après, ça n'a pas donné suite. C'est un avion qui était surtout fait pour les pays d'Amérique du Sud. Et donc, il est resté à l'état de prototype et on a pu le récupérer après. Cet avion, nous a été donné par Serge Dassault. Directement. En récompense, entre guillemets, du travail effectué sur l'ouragan
qui était le tout premier avion du musée et qui avait été restauré parce qu'il était vraiment dans un piteux état. On l'a vu tout à l'heure. Et donc en remerciement, en reconnaissance, en fait, il nous avait fait don de cet avion qui ne volait plus. D'accord. Et qui était à Istres aux essais en vol. Il a pas beaucoup d'heures de vol, cet avion, alors. Non, en tant que Mirage 3X, il n'a pas beaucoup de... Et par contre, on a le pilote d'essai, Jean Puche, qui est venu voir l'avion. En fait, quand on y travaillait dessus, qu'on était en train de le restaurer, un jour, j'ai vu arriver un monsieur avec son petit-fils et qui m'a dit « Je viens voir mon avion ». Je lui ai dit « Ah bon ?» Il me dit « Je suis en fait le pilote d'essai qui a fait les expérimentations du Mirage 3X ». Je vous rappelle qu'il y a des avions, le Mirage F1 couleur espagnole qu'on a vu tout à l'heure, qui a eu le Grand Prix de l'héritage d'Aéroclub de France, qui est là depuis 17 ans. Il poursuit sa vie autrement, l'avion, chez vous. Hein, dans un musée, ça devient un témoin d'une période, d'un savoir-faire technologique ou d'une mission bien particulière. On se régale avec Nicolas qui nous fait vivre des histoires fascinantes autour de ces machines. Vous avez quand même un patrimoine exceptionnel ici. Après, je ne peux pas être objectif puisque je travaille ici, mais pour moi, c'est le plus beau musée, quoi. Parce qu'on a une partie extérieure, il y a de la verdure, il y a les avions, on essaye de les exposer de façon à ce que les gens puissent les voir le mieux possible. Celui-ci, c'est marrant, son empennage, il a des couleurs belges. Oui. Hein? Comment ça se fait ça? C'est un Mirage 5 belge. Mirage 5 belge. Donc c'est le BA53. Ouais. Donc il est complet, il a son moteur, son instrumentation et tout. Les Mirage 5 belges, en 91, avant la première guerre du Golfe, ont participé à une opération qui consistait à créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Irak. Et ils partaient depuis la base aérienne de Diyarbakir. Et en fait, quand on a récupéré l'avion, nous, qui était stocké dans un hangar, les gens qui ont récupéré l'avion se sont trompés de nez et ont récupéré le nez du BA54. Et sur le BA54, sur le nez, il y a marqué Diyarbakir Express, tout simplement parce qu'il était à Diyarbakir. Voilà. Belle anecdote. Pas mal de Dassault. Voilà. 2000. Celui-ci, il a besoin d'un petit peu de rafraîchissement quand même, non? Oui. Alors celui-ci, ça fait longtemps qu'on l'a. Et pour la petite histoire, il a été peint en rose. Ah oui? Oui. C'est le Mirage, en fait, c'est le 3C55. Ouais. Il a été peint en rose pour une Saint-Éloi en 1979 sur la base aérienne de Creil. En fait, il y avait deux escadrons, il y avait le 1-10 et le 2-10. Et l'escadron 1-10 pour faire, en fait, alors à l'époque, la Saint-Éloi, c'était une grosse fête des mécanos. Hein. Ils avaient prélevé un avion du 2-10 et dans la nuit, ils l'ont peint en rose. Et le commandant du 2-10, bon joueur, le lendemain a fait un vol avec l'avion peint en rose. Bon, maintenant, on ne ferait plus la même chose, hein, parce que je vois mal un escadron prendre un Rafale, le peindre en rose et puis on fait un vol. Là, on a un 3A. Donc ça, c'est le A09. Alors le 3A, en fait, c'était 10 avions de pré-série que l'État français avait commandé à Dassault pour valider en fait le concept du Mirage 3. Donc ils avaient différentes évolutions. Le A09, il était le plus proche en fait de l'avion de série, du Mirage 3C. Et celui-ci, en fait, il a été utilisé à la fin de sa carrière comme avion pour faire des essais d'engagement de barrière. On a une question de nos amis de la zone aéro, petite question un peu technique. Où se passe la QT OV10 et est-ce qu'il y a un pool de pilotes évolutifs? Alors ça, c'est une bonne question. Alors la QT, déjà, il n'y en a pas. Les pilotes ici ont été formés, se sont auto-formés au début. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils font des renouvellements régulièrement. Après, tout ce qui est partie technique sur le Bronco, les pilotes et tout, moi je suis pas trop au fait de ça. Mais en fait, il n'y a pas d'établissement qui va former quelqu'un pour faire une QT sur le Bronco, quoi. Le Jaguar qu'on ne présente plus, franco-britannique celui-là? Alors de conception franco-britannique, ouais. Il est présenté ici avec un missile, un AS-37 Martel, qui est un missile anti-radar. Et donc celui-ci, le A157, il a participé à la première guerre du Golfe. On a des photos où il était donc peint en sable avec des tirs effectués en Irak. Et il a aussi, alors pendant les événements du Tchad, il s'était posé et le train s'était effacé, il avait fini sur un bidon.
Et l'avion, l'équipage n'avait rien. Ouais. L'avion, ils ont fait venir des mécanos qui ont contrôlé la géométrie de l'avion. La géométrie était bonne, donc l'avion a pu continuer à voler. Voilà. Et abonnez-vous, je l'ai pas encore dit, mais abonnez-vous à notre chaîne et puis aussi à notre chaîne YouTube où on vous propose plein de replays et des shorts à partir de nos émissions. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors merci d'être là. On va retourner maintenant en intérieur. Et là, regardez cette magnifique machine, le Mirage 4. Alors celui-là, il a une histoire incroyable. Je crois qu'il détient le record de la plus longue mission. Oui. C'est ça, hein? 11 heures de vol. 11 heures de vol. Mais alors, je ne sais pas comment on peut se rendre compte à l'image, mais cet avion est immense. Il est beau. Il a été rénové il n'y a pas très longtemps, hein. Donc il brille de mille feux. Vous avez créé une passerelle, même alors, Martin nous fait découvrir à l'image une passerelle, un passage pour passer vraiment sous le fuselage de l'avion, où on se rend vraiment compte de sa taille, quoi. C'est un petit Concorde en fait, hein. Ah, c'est très gros comme avion et Ouais. puis surtout ce qui est bien, c'est qu'au niveau de ses lignes, il est pur. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été entre guillemets détérioré aérodynamiquement par l'ajout d'équipements extérieurs qui aurait fait que l'avion perdait en finesse. Là, en fait, toutes les lignes de l'avion sont relativement pures, c'est-à-dire que c'est des droites, c'est des courbes et il n'y a jamais rien au milieu qui va interférer. Et alors, juste en dessous, Ça, c'est le radar de suivi de terrain. Ouais. voilà, qui est vraiment centré, hein, il est vraiment à mi-chemin entre l'arrière et l'avant, il est immense. Le Mirage 4, c'était un bombardier stratégique. Ah oui, il a porté la bombe atomique, Ouais. mais il a fait de la reconnaissance. Et à la fin de sa carrière, il à a la fait base, de la oui. reconnaissance. Donc là, nous, on l'a mis en fait dans les couleurs des premiers Mirage 4 qui sont rentrés en service en 64. Donc il y a juste un tout petit numéro sur la dérive, il n'y a pas de code sur le fuselage et il n'y a pas d'insigne d'unité non plus. Ce qui fait qu'on ne savait pas trop combien il y avait de Mirage 4, si on voulait savoir exactement. Parce que tel escadron, les avions tournaient. Et donc on l'a mis au standard du Mirage 4A, donc les tout premiers exemplaires. Et alors celui-ci, donc il détient le record de la mission la plus longue. Oui, Alors c'est intéressant aussi de voir comment était équipé l'équipage avec cette combinaison et ce casque un petit peu particulier. alors ça en fait c'est une combinaison étanche avec un pantalon intigé. Et le surcasque qu'il y a dessus, Ouais. c'était un surcasque qui était utilisé en cas d'attaque NRBC, donc nucléaire, bactériologique ou chimique. D'accord. Et ça permettait en fait au pilote de sortir du bâtiment et de se rendre à son avion en ayant un système de filtration au niveau du casque. Et une fois qu'il était dans l'avion, en fait, il y avait un œillet métallique, il tirait dessus et ça découpait le surcasque. Et de nouveau, il se retrouvait avec son casque branché à l'avion. Et celui-ci, donc il a fait la mission Tobus. 11 heures de vol. C'était pour vérifier en fait le bombardement de la piste de Wadi Doum qui avait été faite par les Jaguars. Donc ils ont fait décoller ce Mirage 4. Donc la mission Tobus, pourquoi elle s'appelait Tobus? Parce que c'était le nom du chien du commandant de la base. Et donc le principe, l'avion a décollé, a volé en patrouille serrée avec un ravitailleur qui volait sous un plan de vol d'avion civil. Et arrivé à la frontière, en fait, après l'avion, les deux avions se sont séparés. Et le Mirage 4 a fait 30 minutes de vol supersonique. Ils ont largué les bidons et largué les poutres des bidons. Incroyable. Et alors, il est arrivé comment au musée celui-là? Alors il est arrivé entièrement démonté Oh. par la route. Donc le fuselage sur un seul camion, en convoi exceptionnel. Et les voilures, en fait, on avait mutualisé les moyens avec l'association Les Amis de la 5e Escadre qui est à Orange, qui a récupéré aussi un Mirage 4. Et en fait, on avait fait un seul transport pour transporter les 4 voilures. Donc ça nous a permis de diminuer les coûts fortement du transport de la machine. Puis alors, ce qui est incroyable aussi par rapport à la taille de l'avion, c'est l'habitacle de l'équipage qui est tout Ah, il est tout petit. Tout petit. À l'arrière, c'est plutôt le navigateur, hein. Il n'a même quasiment pas de hublot sur les côtés. Il a un tout petit hublot et la verrière, en fait, a un renflement à l'intérieur. La doublure de la verrière a un renflement. C'est pour le casque du pilote, le casque du navigateur.
Et puis le Mirage 4, il a la particularité aussi, c'est qu'au niveau du pare-brise, il a un pare-brise pointu, sans glace frontale, Ouais. un peu comme les premiers Jets, quoi. Et c'est bien caractéristique des Mirage 4. Magnifique pièce, si je peux dire ça comme ça, au musée européen de l'aviation de Montélimar. Et à côté, alors là, on change de monde. Étoile rouge, parce que le musée, c'est une collection aussi d'avions presque improbables, en tout cas qui peuvent venir de très loin. Oui. Alors là, on a un MiG-23 à la russe, hein, très imposant, si nos amis russes nous regardent. Comment il est arrivé là, cet avion? Alors cet avion, en fait, c'est tout simplement qu'en 89, quand les deux Allemagnes se sont réunifiées, tout le matériel qui était en Allemagne de l'Est a été réformé. Et c'était du matériel soviétique et ça a permis à beaucoup de musées occidentaux de pouvoir récupérer du matériel. Et donc nous, on a pu récupérer un MiG-23 et un MiG-21 à ce moment-là. Donc les avions ont été ramenés et on a mis une étoile rouge parce que ça parle plus aux gens de voir un MiG avec une étoile rouge que de le voir avec un drapeau est-allemand. Alors celui-là, ça c'est polonais. Oui. Alors, Celui-là, il qu'est-ce n'y en a qu'il pas faisait, cet d'autres. Il y en a... Pièce unique là. Oui, en fait, il y en a un seul qui est exposé en France et c'est celui-là. C'est un TS-11 Iskra. Donc c'est l'équivalent du Fuga Magister polonais. Et il n'y a que deux pays qui l'ont utilisé, la Pologne et l'Inde. D'accord. Là on a un MiG-21. On avance avec un Mirage 2000. C'est pas facile quand même d'avoir un avion russe dans un musée. Alors, Alors à l'époque, c'était dans les années 90. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus difficile. Dans les années 90, il y avait beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus simples que maintenant. Maintenant, les choses se sont complexifiées, tant sur le plan administratif que réglementaire. Et il faut savoir que, par exemple, pour la totalité des avions qu'on a dans le parc, on est obligé de détenir une détention de matériel de guerre, donc c'est une autorisation préfectorale pour chaque aéronef. Donc c'est des démarches administratives qui prennent du temps et donc il faut pouvoir justifier de certaines opérations faites sur les avions pour pouvoir après les exposer. Alors le MiG-21, et on est passé, alors il y a tellement de machines à vous montrer, ce hangar il est aussi extraordinaire. Là on a le Crusader ici, on a l'Alizé ici, l'avion de la marine. Voilà ce monstre avec ses ailes qui se replient. Pareil, je te pose à chaque fois la même question. Quelle est l'histoire de ces avions? Comment vous les récupérez? Est-ce qu'ils sont à vous maintenant? Alors, l'Alizé et le Cruise, ils sont à nous. Et le Cruise, par exemple, alors il n'est pas très beau au niveau finition, parce qu'il y a des trappes un peu de différentes couleurs et tout ça, tout simplement parce qu'on l'a récupéré dans un parc à ferraille sur la base aérienne de Cuers. D'accord. Donc en fait, l'avion avait servi de magasin de pièces détachées pour faire voler les Cruise. Et à la fin, on a pu récupérer. Et donc on a dû essayer de retrouver tout un tas de morceaux d'avion pour pouvoir arriver à reconstituer un avion complet. Ce qui fait que, par exemple, le fuselage et les ailes ne sont pas les ailes du même avion, mais on est arrivé à les reconstituer et à assembler tout l'ensemble. Un avion comme ça qui sort de la ferraille, où il faut aller chercher un peu à droite à gauche, retrouver les pièces qui viennent d'autres machines pour reconstituer une machine, elle a tout. Hein. Combien de temps ça a pris là? Oh, ça a pris plusieurs années. Plusieurs années aussi, évidemment, hein, mais c'est quoi? Ça dépend tout simplement de quand est-ce que l'avion est arrêté. Si on récupère un avion rapidement après la fin de la vie opérationnelle ou si on le récupère plusieurs années après. Mirage 4, par exemple, quand on l'a récupéré, il y avait un arbre qui poussait dans l'entrée d'air. D'accord. Parce que l'avion était stocké depuis très longtemps et il y avait un arbre qui avait poussé dans l'entrée d'air. Voilà. On imagine le travail de rénovation. Le Crusader, il a une particularité aussi, avec ses ailes qui se décrochent par l'intermédiaire du vérin. Ouais. C'est pour augmenter l'incidence de l'aile sans augmenter l'incidence du fuselage. Alors les Cruise français avaient différentes particularités par rapport aux Cruise américains. Les Cruise français, ils avaient des becs de bord d'attaque à double cambrure. D'accord. L'angle d'incidence que l'on pouvait mettre à l'aile était différente. Et ensuite, on prélevait de l'air sur le compresseur du moteur et l'on soufflait les volets, ce qui permettait en fait de réduire la vitesse d'approche. Et comme les porte-avions français sont plus petits que les porte-avions américains, ça permettait aux Crusader
français de pouvoir se poser sur les porte-avions français. Donc se poser beaucoup plus court. Voilà. Incroyable. C'est vraiment ingénieux, c'est magnifique. Ça va Martin, tu tiens le coup, hein? Martin il nous envoie des superbes images. Regardez le MiG-21, je pense que tu l'as déjà montré, hein, voilà. Un petit mot peut-être sur sa cocarde là? Ah ben c'est la cocarde de l'Allemagne de l'Est. De l'Allemagne de l'Est, voilà. Quelques machines à voir, et puis après on va se diriger dans un endroit aussi qui n'est pas ouvert au public pour terminer l'émission. Un petit mot ici, le Skyhawk. Celui-ci, donc, il est la propriété du musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui nous l'a mis en dépôt, à charge pour nous d'aller le récupérer là où il était. Donc c'est un A4 singapourien. Donc on n'est pas allé à Singapour pour le récupérer, on est allé sur la base aérienne de Caso. Il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, il y a un accord entre la France et Singapour. Et il y a une unité d'entraînement, de formation des pilotes de chasse qui est stationnée sur la base aérienne de Caso pour les pilotes singapouriens. D'accord. Donc à l'époque, ils avaient du A4. Quand le A4 a été arrêté, ils ont pris de l'avion italien, du MB346, je crois. Et donc il y a 2 avions qui ont été conservés et donc fournis au musée de l'air. Il y en a un qui maintenant est exposé à Bordeaux et un qui est exposé ici. Alors quand tu dis qu'il est propriété du musée de l'air, donc c'est le Bourget, hein? Oui. Et alors, mais c'est-à-dire, il est là en dépôt, c'est-à-dire combien de temps? Comment tu peux nous expliquer un peu? Il est là en dépôt tant que le musée de l'air estime qu'on fait du bon travail et qu'il peut rester là. Voilà. En fait, le musée de l'air, ils ont énormément de machines. Ils ne peuvent pas toutes les exposer. Aussi. Voilà. Et donc, en fait, ils ont des partenariats avec différentes associations en France où ils mettent des avions en dépôt. Comme ça, les avions sont protégés, sont entretenus. Et d'un autre côté, ils restent propriétaires. Donc, voilà. Donc, tout le monde est content. Et donc, quand c'est en dépôt, c'est à durée illimitée, en fait? Oui. D'accord. Alors ça c'est le MiG-23, évidemment. Alors, autre vue du MiG-23. Donc, lui, il est dans son jus. On n'a fait aucun travaux de rénovation de peinture dessus. Les verrières ont été déposées parce qu'elles sont en train d'être refaites. D'accord. Parce que les plexis russes ont tendance à jaunir. Les plexis occidentaux, eux, ou se fissurent ou blanchissent. Ouais. Mais les plexis russes, eux, jaunissent. D'accord. Et là, on avait une verrière qui était complètement jaune. Ok. Il a les moteurs ou pas? Il a son moteur. Son moteur, pardon. Ouais. Ouais. Lui, il est complet. Il est vraiment complet. Hein. Ouais. D'accord. Bon, c'est pas tous les jours qu'on voit un MiG-23 d'aussi près quand même. Voilà. Alors, on a juste à côté, on en a vu un tout à l'heure dehors, qui a fait la guerre du Golfe, tu disais. Ouais. Là, un autre Jaguar. Alors, quelle est la particularité de celui-ci? Donc, celui-ci, c'est le Jaguar E, donc c'est la version biplace, destinée à la formation et à l'entraînement des pilotes. Celui-ci, on l'a récupéré sur la base aérienne de Rochefort. Il a fini sa carrière en fait au sein de l'armée comme avion d'entraînement pour les futurs mécaniciens. Et donc nous après on l'a récupéré et donc lui il est complet. Il peut être mis sous tension mais on ne peut pas démarrer les moteurs. Mais on peut alimenter par exemple le tableau de bord pour éclairer le tableau de bord. D'accord. C'est toujours intéressant, quoi. Donc version biplace. Donc c'est la version biplace, ouais. On va terminer par celui-ci, un MiG-17. Officiellement, c'est un LIM-5, fabriqué sous licence en Pologne. C'est la version, c'est l'équivalent du MiG-17 soviétique. Et donc celui-là, en fait, on l'a échangé avec le musée de Cracovie. D'accord. Le musée de Cracovie, en fait, avait des avions en double. Nous, on avait des avions en double. Donc on a fait l'échange. Et donc on a pu récupérer cette machine-là. Ce qui est intéressant sur le LIM-5 ou sur le MiG-17, c'est que c'est à cause de cet avion-là que les Américains ont recréé une école aux États-Unis qui s'est appelée Top Gun. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant la guerre du Vietnam, quand les Nord-Vietnamiens ont commencé à utiliser du MiG-17, les Américains ils ont commencé à avoir d'énormes pertes parce qu'ils n'avaient plus l'habitude du combat aérien rapproché. En fait, ce qui se passait, c'était que lui, le MiG-17 est très maniable à basse altitude. Les avions américains étaient moins maniables et puis surtout, les Américains, ils comptaient beaucoup sur les missiles. Le problème, c'est qu'à basse altitude, les premiers missiles infrarouges, souvent, ils allaient impacter le sol parce que il y avait une réverbération qui faisait que. Et donc, ils ont commencé à avoir des pertes et donc, ils ont recréé une école pour que les pilotes puissent réapprendre à faire ce qu'on appelle du combat rapproché, combat canon, contre des avions qui volaient, qui étaient plus maniables.
Et par contre, au niveau de la cabine, c'est une cabine de chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est rustique. Quoi. Il y a le badin quand même. Ouais, mais c'est rustique. C'est très rustique, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Donc là, ben, c'est parce qu'en fait, quand on a mis l'avion, si on laissait le tube pitot de l'avion, il allait être sur le chemin. Donc on a déposé le tube pitot pour faire comme si c'était une opération de maintenance. Et on a déposé le bidon, qui a la particularité que c'est un bidon supplémentaire donc, pour le MiG, mais qui est en carton imprégné. C'est-à-dire c'est pas de l'alu, c'est pas du métal, c'est du carton imprégné de résine, moulé. Donc on obtient 2 demi-coques qu'on assemble, et ce qui permet d'avoir un réservoir étanche, mais qui ne coûte pas cher à fabriquer. On a vu là un paquet de machines. Quels sont tes 3 préférés? Les 3 les plus... Il y en a bien 3 qui sortent du lot pour toi. Il y a le Potes 36 parce que j'y travaille depuis un certain temps dessus. Après, en avion emblématique, il y a le Mirage 4. Et puis le Mirage 3 parce que je fais entre guillemets partie de la génération du feuilleton Tanguy et la Verdure, par exemple, des trucs comme ça, où on voyait beaucoup de Mirage 3, et le Mirage 3 à l'époque c'était un avion qui faisait rêver, quoi. Allez, on continue. Et le Falcon, là, il a un nez particulier aussi. Il était utilisé aussi par le CEV. Ouais. Et donc il a une pointe avant de Mirage F1. Donc on faisait des essais en vol pour... alors il y avait des essais sur l'aérodynamique, sur le radar sur le radar. Il ne fait pas partie de la série des Mystère 20 qui avait été modifié soit en Mirage 4, soit en Mirage 2000. En fait, il n'y avait pas de poste différent. Là, il a le poste classique du Mystère 20 et il y a juste la pointe avant qui est différente. D'accord. Nicolas, toi, comment t'es arrivé dans ce musée? En fait, j'habite à 932 mètres de l'aérodrome. Ah, t'es précis. En fait, comme je suis passionné des avions, j'ai eu la possibilité de... c'est sûr, quand on est proche d'un aérodrome... de rentrer au musée, et donc ça fait 25 ans que l'aventure continue. Quelle était ta première mission là? Tu étais sur de la restauration? Tu étais assistant? Non, ça a été de creuser les fondations des hangars. Donc c'était le tout premier travail. Quand je suis arrivé, la pelle et la pioche, on a creusé les fondations. Et à l'époque, il y avait un chantier d'insertion, et donc je faisais partie de l'équipe du chantier d'insertion, où on a participé à la construction des hangars, le hangar Nord, le hangar Bronco et le hangar du Vol. Et donc on a avancé petit à petit, et après on est passé un peu sur les travaux des avions, on a continué, et on a avancé comme ça. Alors je rappelle que le musée, il va fêter ses 40 ans l'année prochaine, 1985. Le tout premier avion du musée, c'était lequel? Alors le tout premier qui a été récupéré, c'était l'Ouragan. C'était l'Ouragan, voilà, qu'on a vu tout à l'heure dans le hangar Nord. Alors, Monsieur le Président. Bonjour, à nouveau. Denis, présente-toi en quelques mots. Eh bien, je suis membre du musée depuis l'année 2000. Ça fait donc 24 ans que je suis au musée. Pendant longtemps, j'ai été un membre apprenant. J'apprends toujours d'ailleurs. J'ai toujours été intéressé par les avions. Depuis que j'étais petit, je me rappelle de me précipiter à la fenêtre. À l'époque, j'habitais dans la Marne et il y avait beaucoup d'avions. C'était dans les années 50. Et ça m'a toujours intéressé. Mais en fait, je n'ai jamais approfondi. Il y a simplement à partir du moment où j'étais au musée que j'ai commencé à apprendre ce qu'était un avion, ce qu'était aussi la vie d'une association. Parce que dans l'activité professionnelle, on n'a pas du tout les mêmes contraintes. Ici, on a une autre pression, la pression des ressources. Parce que pour qu'une association comme la nôtre puisse vivre, il faut lui trouver des ressources. Et puis, les relations dans une association ne sont pas du tout les relations hiérarchiques qu'on trouve dans le milieu professionnel. Et ça, c'est difficile à intégrer et on apprend tous les jours. Et ça m'intéresse. Alors le musée va fêter ses 40 ans l'année prochaine, ça approche. Et justement, il est toujours là aujourd'hui. C'est une association. Ça ne doit pas être simple tous les jours quand même. Rien n'est simple, mais au moins dans une association, tout le monde tire la charrue dans le même sens. Pas forcément à la même vitesse. Mais tout le monde va vers le même but. Alors, un musée, en fait, il faut que ça dure.
Il ne faut pas que le musée soit une accumulation d'avions, hein, ou une accumulation de moteurs. Non, il faut les présenter dans de bonnes conditions, ce que vous avez vu aujourd'hui. Et c'est grâce à l'effort de Nicolas, du chantier d'insertion, des autres salariés et des bénévoles qu'il y a ce résultat aujourd'hui. Donc il faut que notre vision évolue. Comme nous n'allons pas très vite, il faut au moins une vision de 10 ans. À partir de l'année prochaine d'ailleurs, on va construire 3 nouveaux hangars de 1000 m². Donc en gros, ça représente 20 à 25 appareils. Hein. Mais donc il y a des appareils qui sont à l'extérieur, qui se retrouveront dans les hangars à partir de l'année prochaine. Ça va créer de la place. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'un musée s'est destiné à construire des hangars? La vocation du musée, c'est la conservation du patrimoine et sa mise en valeur. Hein. Donc on va avoir des choix à faire, et des choix intéressants et importants, parce que ça nous permet d'évoluer en phase avec la société. En fait, ici, on est quand même une image de la société, et il faut qu'on colle aux technologies, etc. Sinon, on n'aura pas de visiteurs, et ce sont les visiteurs qui nous font vivre. Le hangar dans lequel vous avez vu le Bronco va être transformé pour être accessible aux visiteurs. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire dessus, mais sachez que la vitesse de fonctionnement d'un musée, c'est pas la vitesse de fonctionnement d'une entreprise. Hein. Quand on fait un projet industriel comparable, hein, c'est-à-dire construire un hangar et tout réaliser, allez, en 12 mois, c'est bouclé. Pour le hangar sud, l'obtention du permis de construire, c'était 2012. La fin des travaux, c'était fin 2017. Hein. Ce n'est pas la même échelle de temps. Donc, il faut être patient et il faut surtout conserver son cap et être tenace. Ça, c'est aussi une des qualités de Nicolas. Il sait où il va. Il peut y avoir des orages, mais la direction est conservée. Hein. Voilà. Ce musée est magnifique. Pour le tenir en vie comme ça, il faut le public, il faut les visiteurs, mais pas seulement. Pas seulement. Il faut avoir une ligne de conduite. La ligne de conduite, c'est un peu étonnant à notre époque, mais c'est la gestion en bon père de famille. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la possibilité déjà de payer notre personnel, puisque nous avons 4 salariés, d'assurer nos charges. Hein. Actuellement, notre budget tourne aux alentours de 450 000 € par an. Hein. Alors, quelles sont les ressources ? En gros, 45% des ressources proviennent des visites du musée. Il faut savoir que le musée est très ouvert sur l'extérieur, sur la vie de Montélimar, sur l'ensemble des écoles, des départements de Drôme et Ardèche qui ont accès librement au musée. Ensuite, on a un gros effort de communication qui avait été lancé par le précédent président, M. Alamès, chose qu'on a reprise et développée. Et en fait, on communique énormément, que ça soit par le biais d'Internet, que ça soit dans les médias locaux, que ça soit dans les réseaux sociaux. Ça nous permet d'attirer pas mal de monde. Les autres 45%, ça provient des recettes de meetings. Lorsque le Bronco, il faut savoir que le Bronco fait en gros une vingtaine de meetings par an. Ça va de Jersey jusqu'à la frontière de l'Ukraine. C'est très demandé, mais c'est quelque chose qui est exigeant. Parce que lorsqu'un équipage part pour faire un meeting, alors bien sûr, il y a le plaisir de voler, mais il y a tous les soucis liés à la météo, liés à la gestion du carburant, liés au sunset, aux démonstrations au sunset qui nécessitent de monter tous les appareils pyrotechniques, etc. En fait, quand un équipage rentre, il faut qu'il dorme. Et je ne dirais que ça, sans se mettre en danger. Donc 45%, les autres 45%, on est à 90%. Alors, qu'est-ce qu'il en est des 10% qui restent ? Eh bien, il y a 5%, entre 3 et 5%, qui sont des subventions. Et le restant, ce sont des dons.
Donc en fait, c'est uniquement l'énergie des salariés et des bénévoles qui fait vivre le musée. Alors bien sûr, ne pas avoir de subvention, c'est un critère d'indépendance. C'est aussi un critère qui fait perdre les cheveux. Vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, j'ai géré des musées pendant pas mal d'années. Et... non, mais c'est très intéressant. Le Bronco, il joue un rôle mais crucial dans la vie du musée. Il a un rôle crucial. Il faut quand même dire une chose, c'est que le musée a tellement bien évolué que si malheureusement nous étions obligés d'arrêter le Bronco demain, on ne mettrait pas en danger la vie du musée. Et ça a été le travail des derniers présidents, de s'assurer que quels que soient les problèmes que nous ayons sur nos appareils volants, nous soyons capables de conserver le musée. On sent la passion, on sent une certaine rigueur aussi, mais l'un ne va pas sans l'autre finalement hein, dans la gestion du musée. Et il y a aussi tout le côté coulisses, toutes ces machines qu'on a vues. Il y a des années il faut des années pour les rénover, pour trouver des pièces d'un autre avion, pour les remettre sur cet avion et l'exposer ensuite, toutes ces années de travail. Et comment ça se passe aussi pour récupérer il y a des dons parfois, mais est-ce que vous avez des fois des avions en vue quelque part dans le monde que vous aimeriez récupérer? Il y a toujours des avions mythiques que l'on voudrait récupérer. C'est vrai que des avions modernes, il y en a de moins en moins. Hein. Vu le prix que ça coûte, on comprend. Hein. Donc, pour rechercher des avions mythiques, ce sont bien souvent des avions qui sont d'origine américaine. Récupérer un avion américain, c'est plus du sport, c'est une corvée. Hein. Puisque, imaginons par exemple qu'une armée étrangère soit disposée à nous laisser, on va dire un fantôme, pourquoi pas. Hein. Il faut l'autorisation du département d'État pour que l'avion nous soit accordé. Il faut savoir qu'ici, le Mystère 4, qui faisait partie du plan Marshall, donc payé par les Américains sont venus voir qu'effectivement l'avion était bien là. C'est ça la grosse difficulté. Alors notre dernière demande, et j'espère qu'elle sera entendue, c'est un avion suédois. L'avion de rentraînement suédois, le Saab, on a envoyé un courrier dernièrement et on attend la réponse. Là, on sait qu'il n'est pas américain, donc on a peut-être nos chances. Voilà. Il y en a déjà un de Saab. Oui, donc il faut énormément d'énergie. Il ne faut pas s'énerver. On est dans un musée, on a le temps devant nous. Est-ce qu'on peut connaître un ou deux noms d'avions dont vous rêveriez avoir la possession ou au moins l'honneur de l'exposer ici quelque temps? J'ai cité le Fantôme, le F5, ce serait pas mal. Et puis, si on pouvait récupérer un arrière, ce serait pas mal non plus, quoi. Hein? C'est déjà pas mal. C'est déjà. J'allais dire le F14 aussi, pourquoi pas, non? Oui, probablement le F14, mais il va falloir choisir. Il faut de la place. Et il faut des hangars. Alors, est-ce qu'on est prêt à développer le musée en ne construisant que des hangars? Alors, par contre, s'il y a des constructeurs de hangars qui se sentent devenir sponsors pour un musée d'aviation, et on les attend avec impatience. Le message est passé. On a posé la question à Nicolas tout à l'heure aussi sur ses 3 avions préférés ici. Alors, c'est pas simple, je reconnais. Mais est-ce qu'il y a un chouchou qui sort du lot, là? Pour moi, chaque avion a son histoire. Peut-être les avions auxquels j'ai participé au rapatriement, le Mirage 4, ça m'a fait quelque chose. Je crois que le plus grand moment d'émotion que j'ai eu, c'est quand le Transal est arrivé. De voir un avion qui se pose et on sait que c'est la dernière fois qu'il ne retournera plus dans le ciel. Et puis en plus, son pilote, qui était colonel, et le colonel, pour lui aussi, c'était la dernière fois où il pilotait un Transal. Ça m'a tiré quelques larmes. Je propose qu'on termine sur cette note, puisqu'on a démarré l'émission tout à l'heure, justement au pied du Transal. On a eu le privilège aussi de visiter le cockpit. Merci Nicolas de nous avoir ouvert les portes. Merci à toi aussi, évidemment, Denis, pour ton accueil. Et au nom de tous les bénévoles qui travaillent sans relâche ici, je rappelle que vous êtes une 60aine quand même, oui. Hein, près de 80 machines. 60 bénévoles. On est même plus peut-être que même 60, puisque j'ai fait le compte il y a encore quelques jours, on est à 105. Merci beaucoup. Hein. Merci. Vous serez toujours les bienvenus parmi nous. Avec grand plaisir. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis sur Jump Seat.